bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je tiens à vous remercier de l'invitation qui nous a été faite au nom du parti de gauche. Vous remercier de cette invitation. Vous imaginez que je suis voilà, particulièrement heureuse d'être avec les camarades de la gauche anticapitaliste, surtout sur ce sujet de l'écosocialisme, dont je suis en charge au sein du parti de gauche. Alors je voudrais commencer moi mon propos parce que je sais que vous êtes aussi très attachés aux questions d'alternatives concrètes et aux questions internationales par faire un très court témoignage sur des rencontres et des enseignements, puisque j'étais la semaine dernière à Rome en Italie pour présenter précisément notre manifeste pour l'écosocialisme, et que j'ai eu l'occasion d'y rencontrer le collectif qui occupe le théâtre Vallée depuis 2 ans à Rome, mais aussi les camarades qui ont lancé la constituante des biens communs qui a été initiée après le référendum victorieux de juin 2011 sur la gestion publique de l'eau, et puis également un centre social de quartier autogéré. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que dans ce pays, l'Italie, qui, à l'image de l'ensemble de l'Europe du Sud d'ailleurs, est devenu un vrai laboratoire de l'austérité, de la confiscation de la souveraineté populaire et de la dépolitisation de la vie publique. Un pays où on a vu un Premier ministre être directement nommé par la Commission européenne. Un pays où les médias conditionnent la politique depuis plus de 20 ans. Où un milliardaire a été élu chef de gouvernement alors qu'il possédait la totalité des chaînes nationales de télévision privées. Un pays également où, selon l'OCDE, les déchets augmentent plus vite que le PIB et qui détient le record parmi les 30 villes les plus polluées d'Europe, d'en compter 15 sur le sol national. Et bien dans ce pays, donc, tout comme d'ailleurs tout autour de la Méditerranée, eh bien, il y a des gens qui luttent, qui résistent et qui inventent d'autres manières de faire, et en quelque sorte des graines d'écosocialisme qui ne demandent qu'à fleurir. Seulement, voilà, ces graines, pour faire le lien avec ce que disait Laurent sur la question de l'agroécologie, eh bien, ces graines, elles ont besoin aujourd'hui, je crois, d'un terreau solide pour continuer à germer. Pour contrer aussi, évidemment, le discours dominant qui nous répète à longueur de médias que finalement, on n'a pas le choix, que la crise est là et que l'austérité est la seule voie. Alors, ça ne vous a probablement pas échappé, Margaret Thatcher est morte, mais hélas, on n'a pas enterré le fameux TINA. Vous savez, il n'y a pas d'alternative avec elle. Et c'est toujours ce même refrain qu'on continue à entendre de Paris à Madrid, de Lisbonne à Athènes, et chez tous les libéraux, de droite comme de gauche, avec tous les guillemets que vous souhaitez mettre autour de ce terme. Avec donc des suppressions de postes de fonctionnaires en Angleterre, la fin de l'aide aux chômeurs de longue durée en Espagne, la baisse du revenu minimum d'insertion au Portugal et un petit peu partout, le report de l'âge de départ à la retraite. Chez nous, en France, pour resituer quand même ça dans l'actualité aussi du pays et l'actualité gouvernementale, le chômage, vous le savez, bat des records sur 21 mois consécutifs. Le gouvernement mené par le PS entérine le traité européen Merkozy, comme on l'appelle, comme on pourrait l'appeler maintenant Mercolande. Ce gouvernement qui offre par ailleurs 20 milliards de crédits d'impôt compétitivité aux entreprises sans aucune contrepartie et qui maintenant nous annonce encore plus de privatisation au sein d'EDF et de Gaz de France en plein débat national sur la transition énergétique. Alors je ne vais pas continuer la longue litanie, vous savez tout ça aussi bien que moi, mais pour vous dire qu'évidemment on est bien loin du changement annoncé, avec au contraire une poursuite des politiques libérales et productivistes, précisément les mêmes qui nous ont menés aujourd'hui droit à la catastrophe économique, sociale et environnementale, et surtout sans aucune analyse en profondeur des raisons pour lesquelles nous en sommes là. Alors Einstein disait « On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Soyons donc radicaux au sens d'aller à la racine des causes. » La crise sociale et l'urgence écologique, ça a été dit, ont toutes les deux pour origine la recherche de profit qui prime sur toute autre considération, et une économie du produire pour produire qui en oublie les besoins humains. En 3 mots, pour faire court, parce que je crois que nous partageons cette culture politique, en 3 mots, le capitalisme, le productivisme et la mondialisation financière. Nous avons déjà fait beaucoup dans la gauche radicale en matière d'analyse du système, donc je n'y reviendrai pas plus longuement. Mais certes, si aujourd'hui nous sommes anticapitalistes, antiproductivistes et altermondialistes, ce point-là, je crois, est acquis, et nous avons, avec l'ensemble de nos prises de position et notre présence dans les luttes avec le Front de gauche,
largement prouvé notre détermination à ne pas courber l'échine et à être du côté de celles et ceux qui résistent. Mais rompre avec le système implique également de provoquer un élan populaire autour d'un nouveau projet mobilisateur qui soit fait d'espoir, de bien vivre et de jours heureux. Nous le nommons aujourd'hui écosocialisme. Et construire ce projet et en débattre comme nous le faisons aujourd'hui et demain et comme nous le faisons à plein d'autres reprises est, je crois, un investissement politique essentiel pour l'avenir de notre gauche, à la fois en France et à l'international, pour que la colère qui s'accumule et que nous sentons monter un petit peu partout ne bascule pas du côté de la haine. Une autre citation, Gramsci, qui disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Les combattre, voilà ce que nous faisons aussi avec ces débats et cette construction du projet écosocialiste. » Car c'est évidemment à nous que revient la tâche de mener la bataille culturelle pour décoloniser l'imaginaire, comme le disait Laurence tout à l'heure, et surtout de montrer que l'alternative existe, qu'elle se dessine en rouge et en vert et qu'on sait comment la mettre en œuvre. À nous, évidemment, parce que cette alternative ne viendra pas du gouvernement, même ceux qui y croyaient encore se rendent aujourd'hui compte que ce gouvernement qui se dit à la fois écologiste et socialiste ne met en réalité en œuvre ni l'un ni l'autre. Dans ce contexte-là, le Front de gauche se dresse donc comme la principale force politique porteuse d'un projet alternatif. Et l'écosocialisme peut être ce nouveau projet à gauche qui tire les leçons des erreurs du passé, comme le disait Laurent tout à l'heure, notamment, en n'ayant pas peur de le dire, de l'expérience soviétique, mais aussi des impasses actuelles de la social-démocratie et du manque historique du côté de l'écologie qui a toujours eu un peu tendance à oublier l'analyse économique du système et à regarder de loin les luttes sociales. L'écosocialisme a au contraire cette ambition donc de marier les deux, à la fois la logique d'un socialisme qui soit débarrassé du productivisme et d'une écologie qui soit, elle, farouchement anticapitaliste pour défendre à la fois les droits humains et la biosphère et replacer l'ensemble du système productif au service du progrès humain et des besoins réels sociaux. Alors aujourd'hui, il nous appartient de donner corps et vie à ce projet. Et à ce titre-là, je crois qu'il y a un bel élan qui s'est mis en place depuis plusieurs mois, que nous avions commencé déjà au moment de la présidentielle avec le programme L'Humain d'abord, qui décrivait notre vision de l'écologie en la plaçant en contre par rapport au mouvement du capitalisme vert qui ne voit évidemment dans la pollution et le dérèglement climatique finalement qu'une nouvelle source de profit, en critiquant également l'environnementalisme BA qui lui est prêt finalement à laisser le soin de la biodiversité aux branches développement durable des multinationales Suez, Veolia, Total ou Vinci. Et nous avons développé ce que nous appelons, nous, planification écologique. Je sais que vous allez en débattre cet après-midi, donc je ne reviendrai pas trop longuement sur ce terme-là, mais quand même juste pour vous dire, d'abord qu'entre parenthèses, au début, quand on prononçait ce terme de planification écologique, la moitié de la salle s'évanouissait. Je constate que ça va mieux et que nous avons, j'espère, fait œuvre de pédagogie sur ce terme-là. Et puis juste rappeler que cette planification écologique, en réalité, vient de 4 principes assez simples. Le premier, c'est que la bifurcation nécessaire des modes de production et de consommation ne se fera pas en un jour. Le deuxième, c'est que cette bifurcation ne peut pas être laissée au bon vouloir des multinationales privées dont le seul but est de maximiser le profit. Le troisième, c'est le principe selon lequel seule la collectivité est à même de garantir l'intérêt général. Et donc, quatrièmement, la bifurcation écologique doit être pilotée sur le long terme, planifiée et replacée sous maîtrise publique et contrôle citoyen. Je vous laisserai évidemment développer ça dans le débat de cet après-midi. Je ne reviens pas évidemment sur l'importance de ce projet qui est un projet pour nous de changement civilisationnel et qui ne peut pas être un à côté de nos politiques, tout simplement parce qu'il en va des conditions même de la vie humaine sur Terre, la question du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité, de la pollution de l'air, de l'eau et des sols et de l'épuisement des ressources naturelles. Tout ça a déjà été développé en partie par Laurent. N'oublions pas, simplement, je rajouterai cela, qu'il n'y a qu'une seule biosphère qui ne connaît pas de frontières. On l'a vu avec différentes catastrophes. Je pense évidemment à la marée noire du golfe du Mexique ou avec Fukushima. On sait que les décisions qui sont prises à un endroit de la planète ont des répercussions aujourd'hui partout ailleurs. Alors c'est dans ce cadre
que nous avons lancé le 1er décembre dernier avec un certain nombre de camarades les assises nationales pour l'écosocialisme, avec des camarades de la gauche anticapitaliste et des interventions d'ailleurs qui ont été fort appréciées de Myriam Martin et de Michael Louis entre autres, mais aussi en présence d'autres organisations du front de gauche, de personnalités, d'associations, de syndicats et de revues. Et face au succès de cette première édition de ces assises, il a été décidé d'en faire un processus permanent avec un comité national qui pilote tout ça. Et d'ailleurs, Laurent et Damien font partie de ce comité qui est aujourd'hui alimenté d'un certain nombre d'initiatives locales et internationales autour de la mise en débat également du texte du manifeste pour l'écosocialisme qui décline en 18 thèses une proposition de ce nouveau projet. Alors, tout ça a déjà été débattu dans une quinzaine de villes en France, mais également à l'international, au Maroc, en Tunisie, à Rome, à Londres. Et à chaque fois, ces assises sont co-organisées de manière la plus large possible. D'ailleurs, je crois dans la totalité des cas, au moins en co-organisation avec Gauche Anticapitaliste. Le manifeste est traduit ou en cours de traduction en espagnol, en grec, en italien, en anglais, en allemand, en portugais, en polonais, en arabe et en japonais. Il a d'ailleurs été transmis hier par un de nos camarades au Japon, au Parti communiste japonais. Donc il continue son petit bonhomme de chemin. Et nous allons continuer à discuter évidemment de tous ces aspects jusqu'à la seconde édition donc, de ces assises qui auront lieu et seront co-organisées dans le cadre de ce comité en décembre de cette année. Alors, juste très rapidement, puisque voilà, d'abord je crois que vous en avez tous pris connaissance et puis qu'il me reste peu de temps. Ce manifeste de manière très ramassée, donc il décline la question de produire autrement, d'instaurer la règle verte comme boussole politique en lieu et en place de leurs règles d'or austéritaires, de construire la révolution citoyenne en faisant sauter les verrous des traités européens et en portant précisément ce combat internationaliste. Et il vient, je crois, en complément de nombreux travaux que nous avons faits les uns et les autres dans nos organisations pour prouver que si eux ne savent pas faire, nous, on peut. On l'a fait au sein du parti de gauche, notamment avec le contre-budget que nous avons présenté et qui permet aussi de faire la démonstration que nous avons suffisamment d'idées en matière de réforme fiscale, notamment, pour faire rentrer des recettes qui permettront précisément de financer ces investissements écosocialistes. Voilà, juste pour conclure, il y a évidemment encore beaucoup de choses dont nous avons besoin de débattre entre nous et puis surtout au-delà de l'entre-nous, parce que nous avons besoin de temps de discussion et d'échange comme nous en avons ce week-end, mais nous avons, je crois, surtout le devoir et l'urgence maintenant de nous adresser au plus grand nombre. Nous avons largement commencé à le faire au moment de la campagne présidentielle et des législatives. Nous continuons à le faire. Une des clés du succès, je crois, de l'élargissement de ce cercle autour de l'écologie politique et autour de l'écosocialisme et l'implication avec le monde du travail et avec les mouvements sociaux qui a largement été entamée, et notamment, je pense bien sûr, à tous les travailleurs et les salariés qui sont en lutte et en résistance. L'année dernière, nous avons fait un grand forum national sur cette question avec des représentants des Fralib, de Petroplus, des papeteries Emreal, d'Arcelor, qui sont venus expliquer comment ils portaient leur projet à la fois de reprise de l'activité par les salariés eux-mêmes en autogestion et en mode coopérative, mais aussi le volet justement de bifurcation écologique qu'ils intégraient dans ces projets alternatifs de reprise. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a une vision de l'écologie qui a été portée pendant des années et qui a séparé le monde de l'écologie et le monde du travail, les militants environnementalistes d'un côté, les militants syndicaux de l'autre. Notre grand défi est, je crois, d'arriver à réconcilier ces deux mondes, à leur montrer qu'ils ont un intérêt convergent à lutter, qu'ils s'attaquent au même ennemi, que le camp d'en face n'attend qu'une chose, c'est de voir notre camp se diviser. Donc ressoudons les rangs et merci encore pour cette initiative qui y contribue.